séance. Bon, alors je démarre tout sec sur une question de Marie, qui m'a dit, la professeure, semblable en cela à celle d'ailleurs de Marinon et de Claire, nous a affirmé que Descartes avait fait une démonstration de l'existence de Dieu qui ne valait rien. C'est à peu près ça. Bon, alors Claire et Marinon souscrivent que leur prof en dit autant. Florence, pas entendu parler. Bien. Alors, Marie me dit, dépêchez-vous de nous faire une démonstration de l'existence de Dieu qui vaille quelque chose, afin qu'on ait la parade. Qu'on se sente au moins, parce que ça la sécurise pas du tout, Marie, et à juste titre en un sens, puisque l'Église affirme que la raison peut et doit reconnaître l'existence de Dieu par ses propres moyens, sans l'intervention nécessaire de la révélation et de la vertu théologale de foi. Par conséquent, on se sentirait quand même mieux dans sa peau si on avait une démonstration de l'existence de Dieu claire et distincte. Ah, claire sans venir le... Pourquoi tu as réagi par ce que j'ai dit claire et distincte? C'est une expression cartésienne. C'est une expression cartésienne, d'accord. Bon, alors, justement, c'est moins facile de ne pas être cartésien qu'on ne le croit. C'est... Marinon l'appelle, comment est-ce qu'elle l'appelle, René Lachouffe, là? Comment tu l'appelles? René Lachouffe, ce qui signifie... ça signifie quoi, là? La honte, bon. Eh bien, c'est tout de même c'est une maladie dont on est beaucoup plus difficilement guéri qu'on ne le croit, le cartésianisme. Alors, si Marie et bien d'autres me demandent une démonstration qui soit en fait une démonstration de type cartésien, ça prouve qu'elle est déjà tellement intoxiquée par le cartésianisme, sans s'en douter, mais elle n'est pas la seule, rassure-toi Marie, que justement, il suffit pas de dire Descartes petit esprit, Descartes Lachouffe, ça veut dire qu'on n'est pas guéri, on n'est pas délivré du rationalisme intempérant, paranoïaque et dément, dont Descartes n'est pas le seul responsable d'ailleurs sur la Terre, mais enfin dont il est un des principaux responsables dans notre culture actuelle. Alors, je vais essayer de vous montrer déjà dans un premier temps qu'en effet, c'est pas si facile que ça de ne pas être cartésien, que bien des gens qui semblent s'opposer au cartésianisme sont encore cartésiens. Alors pour ça, je retiens une seule chose, pour commencer, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres à dire, une seule chose, justement les idées claires et distinctes. Bon. Descartes rêve d'un fonctionnement de la raison pure à partir des idées claires et distinctes que nous trouvons en nous, déposées au fond de notre intelligence, de notre raison. Alors, Descartes dira par le Créateur une fois qu'il aura démontré l'existence de Dieu, mais ceux qui ne croiraient pas à l'existence de Dieu, mais qui auraient une tendance analogue, comme Platon qui croit, si on veut, à l'existence de Dieu, mais pas du tout de la même manière que Descartes, parce que Descartes est un chrétien et que Platon ne l'était pas, ce qui change beaucoup de choses. Vous vous en doutez, Platon, lui aussi, croyait que nous avions des idées innées au fond de notre esprit, et que la science consiste... Est-ce que vous connaissez cette théorie-là? Vous en avez entendu parler? Une théorie platonicienne de la science. Ça s'appelle la théorie de la réminiscence. C'est une sorte de psychanalyse spirituelle par laquelle on trouve dans son inconscient la science déjà faite, la science oubliée. La science, nous l'avons oubliée en naissance. C'est d'ailleurs très proche de la doctrine de la réincarnation, cette affaire-là. Nous naissons avec une science engloutie, comme l'Atlantide. Et elle est engloutie au fond de notre esprit, alors nous l'avons oubliée. Et la science, la maïeutique de Socrate, vue par Platon, ça consiste un petit peu à retrouver, grâce à cette maïeutique, cette science qui gît au fond de notre esprit, cet univers intelligible, parfaitement intelligible, qui a ceci de commun avec l'univers de Descartes, c'est que, en effet, c'est un univers intelligible coupé du sensible, libéré des impuretés du sensible, parce que
pour Platon comme pour Descartes, le sensible, ben c'est pas intelligible, quoi. Et un intelligible immergé dans le sensible, ben c'est un intelligible moins pur, moins satisfaisant qu'un intelligible délivré du sensible. Et ça, je suis d'accord avec Platon et avec Descartes là-dessus. Un intelligible délivré du sensible est plus satisfaisant, et je m'empresse de le dire ce soir, et vous verrez pourquoi, plus satisfaisant et plus intelligible qu'un intelligible immergé mélangé au sensible, qui, en un sens, est impur. Bien, ça c'est vrai. Seulement, ce qui est faux, c'est le rêve de Platon et le rêve de Descartes, selon lequel nous serions, au fond de notre âme, des idées intelligibles pures, qu'on appellera des idées innées, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elles viennent avec notre naissance, elles viennent avec nous en naissant, ou plutôt elles viennent avec nous au moment de la création, de la production de notre âme, de notre intelligence, elles arrivent dans l'existence avec ces idées intelligible, pur, que Platon essaiera de retrouver, et Descartes aussi. La seule différence, c'est que pour Platon c'est difficile, pour Descartes c'est très facile, et il suffit de suivre sa méthode. Et il y a une deuxième différence beaucoup plus profonde, mais dont je vous fais grâce, parce que je ne peux pas tout vous dire ce soir, mais revenons à Descartes. Donc, il existe en nous, indépendamment de l'expérience sensible, des idées claires et distinctes. Si nous voulons faire œuvre de science, c'est-à-dire si nous voulons faire une œuvre de raison rigoureuse, il faut partir des idées claires et distinctes. Et en particulier, si nous voulons démontrer l'existence de Dieu, il faut partir des idées claires et distinctes. C'est la seule manière rigoureuse de procéder pour la raison que de partir des idées claires et distinctes, qui, elles, n'ont rien à voir avec le sensible et avec l'expérience sensible. Il faut s'enfermer dans un poêle, non seulement matériel, mais spirituel, se couper de l'expérience sensible, rechercher les idées claires et distinctes et raisonner à partir de là. Bon, eh bien, je dis que dans notre civilisation, tout le monde est cartésien. Je veux dire par là que même ceux qui ne veulent pas faire ça, car il y en a beaucoup qui ne veulent pas faire ça, il y en a beaucoup qui se rendent bien compte que on se coupe de la réalité, qu'on ne la retrouvera jamais avec un système pareil. Ça, c'est évident. Il y en a beaucoup qui sentent ça. Mais ils font à Descartes une concession terrible. Je vais vous donner un exemple, Bergson, par exemple, et bien d'autres. Ils font une concession terrible. Ils subissent vraiment l'effet d'un tour de précipitation. Descartes leur disant c'est le seul usage sérieux de la raison, et ils disent oui, d'accord, mais ça ne m'intéresse pas. Et alors ils passent ailleurs. Et par conséquent, ils envoient promener la raison. Ou alors, s'ils n'envoient pas promener la raison, ils reconnaissent que la raison pure. Et alors là, par raison pure, il faut entendre la raison fonctionnant sans coup de pouce, venant d'autre chose que de la raison. C'est-à-dire venant de la poésie. Un petit coup de pouce venant de la poésie, un petit coup de pouce venant du sentiment religieux, un petit coup de pouce venant de la révélation, un petit coup de pouce venant de l'imaginaire, du sentiment de la durée, de l'intuition créatrice bergsonienne, un petit coup de pouce venant d'ailleurs que de la raison, fonctionnant normalement. Eh bien, sans petit coup de pouce, la raison ne peut rien faire. Vous voyez ? Alors, eh bien, quand on dit ça, c'est qu'on est cartésien. Parce que ça revient à accepter et à avouer que la raison pure, sans coup de pouce, n'a qu'une manière de fonctionner, c'est avec des idées claires et distinctes. Moyennant quoi, est-ce qu'elle va se coltiner sérieusement avec le réel, c'est un autre problème. Mais on accorde ça. Et alors, dans une sorte de désespoir, comme Bergson, puisqu'il n'y a pas d'autre fonctionnement sérieux de l'intelligence que celui des idées claires et distinctes, puisque Bergson sent bien qu'avec les idées claires et distinctes, on ne mord pas vraiment sur le réel le plus profond, que Bergson appelle la durée, bon, c'est son affaire, peu importe, ce qui est vrai, c'est qu'en effet, on ne mord pas sur le réel le plus profond avec des idées claires et distinctes, c'est pas vrai. Alors, Bergson dira, il faut chercher la vraie philosophie, la seule manière de mordre sur la réalité la plus profonde de l'être humain, donc d'être sage, c'est de sortir de l'intelligence. Il va jusque-là, les Bergson. Ou, dans le cas de gens qui sont moins absolus que Bergson, eh bien de donner un petit coup de pouce qui fait que, par exemple, grâce aux sentiments, aux intuitions du cœur, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, eh bien la raison va tout de même arriver à déboucher dans le réel, dans les profondeurs du réel, mais pas toute seule, pas pure. Mais alors, si vous vous êtes laissé convaincre par ça, et ce que, par exemple, votre prof de philo entend savoir qu'on peut défendre n'importe quoi, ce qui veut dire qu'on n'a pas de prise sur le réel qui soit solide. Quand on a une prise sur le réel qui est solide, on ne peut pas dire n'importe quoi.
On dit ce qui est ou ce qui n'est pas, mais pas n'importe quoi. Si on peut dire n'importe quoi, ça veut dire qu'on avoue qu'il n'y a pas de prise sérieuse sur le réel, en dehors d'un certain art de vivre auquel on peut arriver, peut-être, et alors on a une prise sur le réel grâce à cet art de vivre. Mais ce qu'on dit est, en quelque sorte, irresponsable, à chacun de se débrouiller pour démontrer ce qu'il peut. Et bien, quand on dit ça, ça vient à dire, ah, si nous pouvions raisonner à partir d'idées claires et distinctes, et appréhender le réel à partir d'idées claires et distinctes, alors là, ça pourrait être sérieux. On ne pourrait pas dire n'importe quoi. Par exemple, en maths, on ne dit pas n'importe quoi. On a des idées claires et distinctes, il y a des dérivées et des constantes où il n'y en a pas. Ça, c'est des choses, c'est sérieux. Ça, on rigole pas avec ça. Mais dès qu'on sort des idées claires et distinctes, alors on dit n'importe quoi. Mais il n'y a pas de rigueur en dehors des idées claires et distinctes. Alors, tout le monde est convaincu de cela. Et d'autant plus convaincu que les mathématiques offrent un exemple tellement éblouissant de développement impeccable d'idées claires et distinctes, ou tout au moins que l'on croit tel, c'est une autre affaire, qu'on est intimidé par la rigueur des mathématiques. On dit une vraie démonstration de l'existence de Dieu, ça devrait être une démonstration de type mathématique, ayant la même rigueur que les mathématiques, une rigueur qui s'impose à tous les esprits, et à ce moment-là, tout le monde serait convaincu que Dieu existe. Tant qu'on n'a pas une démonstration de type mathématique, de style mathématique, eh bon, on n'a pas de démonstration valable de l'existence de Dieu. Alors il reste à dire n'importe quoi. À dire n'importe quoi pour arriver à des choses plus ou moins séduisantes, plus ou moins convaincantes, grâce à un coup de pouce ou sans coup de pouce. Bon, eh bien, tous les gens qui pensent comme ça, soit qu'ils aiment la raison, ce sont les rationalistes, soit qu'ils ne l'aiment pas, ben c'est le reste des gens, c'est-à-dire beaucoup de gens, mais intimidés par les rationalistes, c'est les poètes, c'est les magiciens, c'est les religieux, c'est tout ce que vous voudrez, c'est les imaginatifs, c'est les sensibles. Mais ceux-là, ils abandonnent la rigueur à la raison pure de type mathématique. Et ils ne conçoivent pas, ils ne soupçonnent pas qu'il peut y avoir une autre rigueur que celle-là. Et vous ne serez guéri du cartésianisme quand vous admettrez, quand je vous aurai appris, et ça va être long, qu'il existe un autre usage rigoureux de la raison, et qui est d'ailleurs le seul hygiénique, le seul qui ne soit pas une folie, le seul qui ne soit pas une démence, que celui qui part des idées claires et distinctes. Le seul usage correct de la raison, le seul usage hygiénique, le seul usage qui ne soit pas une démence, une folie, et une folie qui mène, je vous le montrerai d'ailleurs, au goulag. Il y a un lien étroit, c'est celui qui, loin de prétendre, loin d'avoir l'orgueil, car c'est un orgueil, c'est pour ça que c'est grave tout de suite, de partir et de fonctionner dans le monde dans ce que Baudelaire appelle de jamais sortir des nombres et des êtres. Vous voyez, il associe les nombres et les êtres. C'est-à-dire ne jamais sortir des idées claires et distinctes. Eh bien, le vrai fonctionnement correct de la raison, qui à la fois embrasse le réel et est rigoureux, et n'a pas besoin d'un coup de pouce, venant du sentiment ou de la foi, ou de tout ce que vous voudrez, ou de l'imagination, ou de la poésie. Le seul fonctionnement correct, hygiénique de la raison, c'est un fonctionnement qui part de l'expérience sensible, et par conséquent, qui part d'idées confuses, et non pas d'idées claires et distinctes. Et alors ça, c'est capital. Et voilà que je vous apprenne l'existence d'une rigueur qui part d'idées confuses. Ça paraît presque une contradiction. Et justement, il y a une sorte de révolte de l'orgueil intellectuel qui ne veut pas de ça. Parce que c'est pas rigolo, vous savez. C'est pas satisfaisant du tout. C'est très humiliant d'être obligé de naviguer au milieu d'idées confuses, qui sont confuses au départ, qui deviennent de plus en plus claires à l'arrivée, mais jamais parfaitement claires, parce que jamais complètement dégagées du sensible. Et cependant, d'arriver à des certitudes absolument rigoureuses, et d'autant plus rigoureuses, et qui mordent alors là sur le réel, parce que je vais y revenir à propos des mathématiques, des certitudes plus profondes que les certitudes mathématiques. Beaucoup plus profondes et beaucoup plus solides que les certitudes mathématiques. Et cependant, beaucoup plus pauvres, à certains égards, que les certitudes mathématiques. Alors, j'en arrive donc à ce paradoxe, qui est le suivant. Une démonstration de type mathématique de l'existence de Dieu, convaincrait tout le monde. Eh bien, l'Église, et parce que n'oubliez pas que nous sommes en théologie, affirme l'existence d'une démonstration de l'existence de Dieu qui est beaucoup plus profonde que la démonstration de style mathématique dont rêve Marie, et qui, justement parce qu'elle est plus profonde, justement parce qu'elle est plus profondément rigoureuse, et plus rigoureusement profonde, justement parce qu'elle est autrement exigeante, et austère, et difficile, et grave que
qu'une démonstration mathématique, en fait, elle sera comprise et acceptée par très peu d'esprits. Voilà le paradoxe très gênant à avaler. C'est que cette démonstration rigoureuse ne va convaincre personne. Et alors, je m'explique, ça ne va convaincre personne. Non, cette démonstration rigoureuse va guérir un certain nombre de gens, mais elle ne va pas les convaincre. Ou si vous voulez, elle a ceci à la fois de merveilleux et de fâcheux, c'est qu'elle ne peut pas convaincre sans guérir. Et sans guérir de quoi? Eh bien, sans guérir, en fin de compte, justement, des ténèbres dues au péché originel, entre autres. Et parmi les ténèbres qui viennent du péché originel, il y a justement ce rêve d'un univers intelligible pur, qui fonctionnerait sans les aléas du sensible, et qui nous précipite dans des catastrophes interminables. Et il n'y a pas que depuis Descartes qu'on a commis ce péché. On l'a commis depuis Descartes de manière particulièrement grave, mais on le commettait déjà avant. Ben, la preuve, l'exemple que je vous donnais, Platon. Et puis, d'une manière générale, toute la tradition hindoue a cette tendance, cette tentation permanente de s'évader du sensible pour atteindre l'intelligible, la vérité, la lumière. Ben, ça n'est pas possible sur la Terre de cette façon-là. Et c'est pas de cette façon qu'on atteint la vérité. C'est-à-dire qui est finalement beaucoup plus pauvre. Alors, conséquence, va falloir vous guérir du cartésianisme ou du rationalisme. C'est pas fait. Ne croyez pas que ce soit fait. Ça va se faire au long des mois qui viennent, si nous sommes fidèles à nous retrouver. Enfin, c'est une singulière entreprise. Je ne suis pas. J'ai découvert moi-même en faisant ces cours avec vous que j'y ai acquis en réfléchissant à ce sujet depuis la dernière fois une espèce de lucidité un peu plus grande qu'avant sur justement l'extraordinaire paradoxe et l'extraordinaire guérison que ça implique de découvrir que la raison fonctionne à partir du sensible. Et que c'est la raison pure qui fonctionne à partir du sensible. Pure de tout ce qui n'est pas le fonctionnement normal de la raison, c'est-à-dire sans la foi, sans les sentiments. Bon, cette raison pure n'a rien à se mettre sous la dent si elle n'a pas une expérience sensible à se mettre sous la dent. Et alors, je vous donne d'ailleurs, pour vous faire plaisir, parce que je suis, selon l'expression familière dont je suis coutumier, je suis vache, je vous donne le schéma général de la démonstration de l'existence de Dieu à partir du sensible, justement. Alors ça, c'est très, très, très confus, très grossier, ce ne sera pas critiqué. Nous aurons le temps de le critiquer au long des semaines et des mois. Bon, quelle est la première certitude, mais alors certitude, que me donne l'expérience sensible, que donne à ma raison l'expérience sensible, par laquelle la raison se coltine avec le réel, car elle n'a pas d'autre moyen de se coltiner avec le réel que l'expérience sensible, bon, ben, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est tout de même pas... C'est très confus. C'est pas clair. Il y a quelque chose. Et ça se traduira d'ailleurs plutôt par un point d'interrogation, par une phrase interrogative. La première certitude philosophique, c'est plutôt qu'est-ce que c'est que ça? Où suis-je? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Où sommes-nous? Plaît-il? De quoi s'agit-il? Enfin, voilà, comme on se trouve dans une pièce inconnue, justement, c'est cette espèce de surprise et de conscience de l'obscurité, du mystère de notre situation, qui fait le point de départ de la philosophie. Donc, pas du tout une idée claire et distincte, mais au contraire, la prise de conscience aiguë qu'on n'est pas dans des idées claires et distinctes. Il y a quelque chose, mais quoi? Voilà, il y a quelque chose, mais quoi? Alors là, c'est riche d'une certitude extraordinaire et que rien ne m'enlèvera, moi, tant qu'on ne m'aura pas complètement coupé la tête ou que le démon ne m'aura pas complètement achevé, même si je perds la foi, ben, je saurai qu'il y a quelque chose. J'ajouterai, mais quoi? Mais je vais pas perdre comme ça, parce que c'est infiniment précieux et qu'un animal n'arrive pas à ça, la certitude qu'il y a quelque chose. Bon. La deuxième étape dans la démonstration de l'existence de Dieu, c'est que tout ce que j'ai sous le nez, ben, c'est imparfait. Aussi, et que moi-même je suis imparfait, et que tout ce que j'ai sous le nez, toutes les réalités que j'ai sous le nez, une ou plusieurs, j'en sais rien, je ne tranche pas, je suis dans les idées confuses, je suis pas dans les idées claires et distinctes, tout ça n'est pas satisfaisant, c'est confus et puis c'est pas parfait. La troisième certitude, c'est la certitude clé, ce qui est imparfait doit être produit et créé, créer c'est le mot clé, mais doit être produit dans l'être.
par un être parfait, que j'appelle précisément créateur ou Dieu. Et voilà la démonstration de l'existence de Dieu. Mais cette démonstration part du fait qu'il y a quelque chose. Elle ne part pas d'une idée de Dieu. Ce qui est le reproche fondamental que Kant et tous les autres, et à juste titre, font à la preuve cartésienne de l'existence de Dieu. Qui part d'une idée claire et distincte et dit cette idée ne peut pas me tromper. Mais si. Parce que, et je vais terminer là-dessus pour aujourd'hui, parce que ça fait quand même pas mal de choses que je vous ai dites en vitesse, les mathématiques c'est très satisfaisant, mais les mathématiques ça porte sur l'imaginaire. Et voilà pourquoi personne ne discute. C'est pas seulement parce que ça n'a pas de conséquences morales. Si je démontrais mathématiquement l'existence de Dieu, il y aurait tout de suite des contradicteurs. Premièrement, parce que l'existence de Dieu peut paraître gênante. C'est pas vrai. Tout Dieu n'est pas gênant. Et un Dieu mathématique n'est pas gênant du tout. Supposez qu'on puisse démontrer l'existence d'un Dieu mathématiquement. Ce Dieu-là ne pourrait pas être gênant. Par définition, ce serait un Dieu... justement, ce serait un Dieu imaginaire. Ce serait un Dieu mathématique. Et les mathématiques, c'est le domaine de l'imaginaire. C'est pas le domaine du réel. Alors, ce serait un Dieu idéal. C'est pas du tout un Dieu qui exigerait quelque chose comme dans la révélation judéo-chrétienne. C'est pas un Dieu dont il y aurait quelque chose à craindre. C'est pas un Dieu auquel je pourrais avoir affaire concrètement. Donc, théoriquement, je pourrais démontrer Dieu au bout des mathématiques, mais justement, ça ne serait qu'un Dieu imaginaire parce que les mathématiques sont justement satisfaisantes parce que leurs démonstrations ne sortent pas du monde de l'imaginaire. Ça ne borde pas sur le réel. Et la preuve que les mathématiques ne bordent pas sur le réel, c'est que malgré leur caractère extraordinairement séduisant, les anglo-saxons, par exemple, qui ont joué un rôle décisif dans le développement de notre civilisation, qui ne sont pas du tout des matheux, que ça n'intéresse pas du tout, et encore bien moins des rationalistes, ce sont des empiriques, c'est l'expérience qui compte. Alors, les anglo-saxons, ils ont quand même été impressionnés, ils se sont laissés atteindre, eux aussi, par le rationalisme de Descartes. Leur refuge contre le rationalisme de Descartes, c'est celui que j'ai dit, c'est oui, c'est vrai, il n'y a pas d'autre fonctionnement sérieux de la raison que celle des idées classiques, mais ça ne m'intéresse pas, moi, anglo-saxon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est il fait beau, il fait pas beau, enfin, des choses très concrètes, la navigation, voilà ce qui m'intéresse. Mais l'anglo-saxon, qui n'est pas bête, se dit, les mathématiques, ça m'intéresse pas, c'est de la raison pure, mais ça peut servir. On pourrait peut-être s'en servir. Alors, les mathématiques, comme instrument pour saisir le réel, alors là, c'est autre chose. Mais attention, ce ne sont plus les mathématiques pures. C'est qu'un esprit qui s'établit solidement dans le réel, qui dit « je m'en vais me servir des mathématiques pour essayer de découvrir le réel », alors ça peut être extraordinairement fécond, et ça a été extrêmement fécond. Grâce d'ailleurs à une loi de méthode que je vous jette tout de suite sur le marché, on y reviendra, je ne peux pas tout vous dire, plutôt je vous en dis trop et pas assez à la fois. La clé de la méthode expérimentale qui se trouve être à la source de la bombe atomique, par exemple, ou des ordinateurs et des magnétophones, on ne dirait pas ça si on n'avait pas la méthode expérimentale, c'est le plus de mathématiques possible et le moins d'expériences possible. Et c'est ça que les anglo-saxons ont fini par avaler, par accepter. Et c'est ça qui s'est révélé extraordinairement fécond. Je fais beaucoup de calculs, j'aboutis à des choses extraordinaires, puis je fais faire une expérience sophistiquée, tarabiscotée, très subtile, avec des instruments très compliqués, puis je vais voir si c'est vrai, si mon hypothèse est vraie ou si elle n'est pas vraie. Donc, le moins souvent possible, j'aurai à faire l'expérience, mais alors ça sera d'une importance cruciale. C'est justement ce qu'on appelle une expérience cruciale. Parce que je saurai si mes calculs mordent sur le réel ou s'ils ne mordent pas sur le réel. Alors ce sont d'énormes calculs. Je me rappelle, mon professeur de physique, qui n'avait pas du tout compris ces choses-là, parce qu'il était plutôt anglo-saxon de tempérament, c'était un matérialiste épouvantable, et il disait d'Einstein, il disait c'est pas un physicien, c'est un mathématicien. La physique, ça consiste à prendre une balance, un instrument de mesure, quand même, oui, et à faire des expériences, mais pas à faire des calculs. Il se trompait. Einstein a fait d'immenses calculs, mais il a trouvé le moyen de les faire vérifier. Et il s'est trouvé que la vérification de ces immenses calculs d'Einstein, ça a donné justement la plupart des choses avec lesquelles nous vivons aujourd'hui, ou dont nous tremblons aujourd'hui. Parce que ça a été donc une manière de mordre sur le réel, mais une manière aveugle.
vous voyez ce que je veux dire? Nous faisons des mathématiques, nous sommes en dehors du réel, nous sommes dans le monde des idées, des pures intelligibles, des idées claires et distinctes. Sauce mathématique, ce qui signifie pas clair et distinct tout court. Là encore, je ne peux pas vous dire tout. Bon, mais enfin, nous sommes dans un univers clos, dans un poêle mathématique. Bon. Comme le diront les successeurs de Kant, nous ne savons pas du tout qu'est-ce que ça a à voir avec le monde extérieur. Non, bon, mais ça, on y renonce. Justement, c'est la démence rationaliste, on y renonce. Et on développe notre petite affaire. Mais comme on est anglo-saxon, on se dit, ben, on ne peut même pas se désintéresser de savoir, on va essayer de voir quel impact ça peut avoir sur le monde extérieur. Alors on fabrique des expériences tarabiscotées, mais qui ne nous livrent pas du tout la clé du monde. Ça nous assure que ça marche. Mais pourquoi ça marche? On ne sait pas. Mais ça marche. Et un anglo-saxon, alors justement, le rationaliste dit, bon, mes constructions sont parfaites. L'anglo-saxon dit, je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche, c'est tout ce qui compte. Mais le rationaliste ne comprend rien à la réalité extérieure, puisqu'il s'en désintéresse. Et l'anglo-saxon ne comprend rien non plus à la réalité extérieure, parce que ce qui l'intéresse, c'est pas de comprendre, c'est que ça marche. Et le résultat, ça a été la civilisation formidable, le développement technique formidable dans lequel nous sommes. Seulement, il y a un autre domaine dans lequel aussi ce délire rationaliste, et c'est celui qui est à votre programme de philosophie cette année, où il s'est aperçu qu'il ne mordait pas sur le réel. Et il s'est dit, mais il faut mordre sur le réel. Vous voyez, là je vous montre le domaine des sciences. On se dit, ben, si on fait des maths, on ne mord pas sur le réel. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? La méthode expérimentale, les expériences cruciales. Et on mord sur le réel. Et c'est vrai. Bon, et c'est vrai avec le développement technique énorme que ça entraîne, et le problème que Bergson posait au sujet de ce développement technique, il faudrait un supplément d'âme, parce que c'est tout de même un peu vertigineux, c'est fascinant, c'est formidable, c'est merveilleux, mais qu'est-ce que ça va donner? Le bonheur ou la catastrophe? Alors ça, hein, bien, il faudrait un supplément d'âme. Et il faudrait voir le réel d'une manière qui ne soit pas uniquement due aux mathématiques ou aux expériences de physique. Bien. Dans le domaine philosophique, qui justement pourrait nous apporter le supplément d'âme, il y a eu Descartes. Au départ, les idées claires et distinctes. Le créateur garantit que ça mord sur le réel. Premier étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, Kant. Pas vrai. On n'a aucune garantie que ça mord sur le réel. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est la raison qui se fabrique elle-même des objets à partir d'un certain contact avec le sensible, mais qui est aussi mince que possible, et sur laquelle elle projette ces catégories, et elle fonctionne en quelque sorte en circuit fermé à partir du moment où elle a reçu un petit déclic venant du monde de la chose en soi, mais un petit déclic aussi bref que possible, et elle fonctionne toute seule. C'était plus logique que Descartes, mais c'était pas encore suffisamment logique. C'était le deuxième étage de la fusée. Mais le troisième étage de la fusée, l'idéalisme parfait, la conséquence parfaite de la philosophie des idées claires et distinctes, c'est Hegel. Avec Hegel, l'esprit qu'on fonctionne en circuit fermé, rigoureusement pur. La région dialectique se fabrique elle-même ses objets sans aucune intervention de l'expérience sensible. Et sans aucune référence à un univers autre que l'univers de la raison. Alors là, on est dans la démence ultime, dans la paranoïa suprême. Et à ce moment-là, on s'aperçoit tout de même, un certain nombre de gens, alors là, pas seulement les anglo-saxons, se sont aperçus tout de même que cette philosophie de Hegel, avec la raison dialectique, ben, ça tourne complètement dans le vide, que ça n'a rien à voir avec le réel, et que si on veut que ça morde avec le réel, il va falloir injecter quelque chose d'autre. Et alors là, eh bien, ce sont les marxistes. Et ils ont trouvé le moyen que cette raison dialectique, qui reste la raison dialectique, et c'est pour ça que le matérialisme s'appelle dialectique, qui donc vient des idées claires et distinctes, et c'est pour ça que les marxistes ont toujours réponse à tout, parce que ce sont des rationalistes, parce que ce sont des cartésiens. Eh bien, ils mordent non plus sur le réel physique, mais sur le réel politique et sur le réel économique, et c'est ça qui donne le goulag. C'est pour ça que c'est pas rigolo du tout, cette petite histoire du cartésianisme et du rationalisme. Bon, alors je vous en ai dit pas mal à propos de la démonstration de l'existence de Dieu, le fonctionnement pauvre de la raison humaine qui est à partir du sensible et du confus, le fonctionnement riche, paranoïaque, dément, orgueilleux à partir des idées claires et distinctes et qui mène au goulag. Voilà, nous recommencerons indéfiniment à creuser ces choses parce que... Alors vous voyez que la démonstration de l'existence de Dieu, ben je vous l'ai donné, l'existence de Dieu, mais enfin...
pour comprendre qu'elle sort complètement du monde universitaire dans lequel vous allez être plongé encore quelques mois, comme je vous plains, ou une année de plus, pour Florence, comme je la plains. Et, ah bah oui, je comprends pourquoi on ne lui a pas parlé d'existence de Dieu, forcément, elle n'est pas encore en philosophie. Bon, eh ben, il faudra beaucoup de sueur. Platon, quand il dit que les mathématiques c'est bon pour les adolescents, mais qu'un mûr doit faire de la philo, est-ce que c'est parce qu'il avait pressenti que c'était pas en rapport avec le réel? Ou est-ce que c'est, je sais pas, pour autre chose? Là, tu me poses une colle qu'il faudrait que je revérifie. Effectivement, là, il y a quelque chose... Il sentait bien que le réel était plus riche que les mathématiques. Ça, c'est sûr. Mais, en même temps, il était malheureusement convaincu que ce n'est pas le sensible qui allait corriger cette imperfection, mais autre chose. Et cette autre chose, c'est la réminiscence. C'est la maïotique, c'est la redécouverte des idées plus intelligibles que les mathématiques, qui sont les grands intelligibles, c'est-à-dire le bien, l'être, le vrai, le beau, l'amour. Alors ça, ce sont des réalités supérieures aux mathématiques, mais sans contact avec le sensible, pas plus que les mathématiques. C'est plus réel que le monde sensible, pour Platon. L'univers intelligible est plus réel que le monde sensible, plus réel que le monde mathématique, mais il est purement intelligible, il n'a rien à voir avec le sensible. Platon veut fuir le sensible pour déboucher dans le réel. Tandis que Descartes fuit le sensible pour déboucher dans les idées claires et distinctes qui répondent au réel. Tu vois la nuance. Puis alors pour Kant, il n'y a plus de réel. On ne l'atteint pas, et pour Hegel, il n'y en a plus. Donc pour Platon, le monde intelligible est plus réel que le sensible. Pour Descartes, le monde intelligible répond au réel en vertu de Dieu, qui garantit. Pour Kant, il ne répond pas au réel, mais il s'en passe, très bien. Hein. Et pour Hegel, il n'y a plus de réel du tout. En dehors, précisément, des idées claires et distinctes et de la logique hegelienne. Et puis alors pour Marx, le réel revient, alors en force, parce qu'il utilise cette raison dialectique alors pour faire une expérience politique. Eh oui, et alors là, on le sent passer. Alors là, je vous demande de répondre à ma place. Pourquoi ça ne marche pas, dit Marinon. Non, mais ça pourrait marcher sans marcher. C'est à cause de Dieu, parce qu'en principe, ça devrait marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Quoi? Eh ben, pourquoi les marxistes, ils n'arrivent pas à ce qu'ils veulent? C'est uniquement à cause de Dieu, à cause du Saint-Esprit, parce que sinon, ça serait... Dans la mesure où ils ont une dialectique efficace et qui monte dans le réel. Puisque ça a marché pour la bombe atomique. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, tu as raison. Pourquoi est-ce que ça marche pour les sciences et que ça ne marche pas dans le domaine humain? Mais c'est parce que c'est ce que je n'ai pas pu expliquer, c'est que ça ne mord sur le réel qu'à condition de se contenter d'un tout petit impact avec le réel. Alors ce tout petit impact a des résultats formidables, mais c'est un tout petit impact. C'est-à-dire que ça ne mord le réel que sous l'aspect où il est quantifiable, où il est mesurable. C'est une très petite chose, c'est un tout petit aspect du réel. De sorte que quand on utilise la même méthode pour atteindre la totalité du réel humain, on ne découvre qu'un tout petit bout du réel, le moins important, le moins profond, on passe à côté de l'essentiel, et on fait le laminoir en exigeant de l'essentiel qu'il se taise et qu'il... C'est comme si on voulait réduire le monde... comme si aucun physicien actuellement ne prétend que la physique épuise le réel. Eh bien, les marxistes sont des gens qui prétendent que leur physique épuise le réel. Ou leur théorie économique, leur théorie politique épuise le réel. Ils savent tout de l'homme. Même s'ils avaient raison dans ce qu'ils disent, c'est a priori dément. Avec des idées claires et distinctes, on ne peut pas remplacer l'expérience sensible. C'est pour ça que ça échoue. C'est parce qu'ils refusent de partir de l'expérience sensible dans sa pauvreté comme étant instructrice. C'est ça que tu comprends pas. C'est pour ça que t'es pas guéri. T'as pas compris que dès qu'on part des idées claires et distinctes, on est déjà fichu. Parce qu'on est déjà coupé du réel. Il faut partir des idées confuses venant de l'expérience sensible. Alors là, on est dans le réel. Sinon, on n'est pas branché. Quand vous dites que c'est forcément un Dieu qui a créé, Descartes il le dit aussi. Ah oui, Descartes dit ça, oui, d'accord. C'est son dernier étage lui aussi. Je parlais du dernier étage de la folie, moi.
cartésienne. Vous dites qu'il y a 3 étages, enfin 3 certitudes. La première, il y a quelque chose. Ah, dans la démonstration. Et le dernier étage, c'est que tout ce qui est a été créé par un Dieu. Oui, mais Descartes fait ça, seulement il ne part pas du réel. Par conséquent, il n'aboutit pas à un Dieu réel. Quand on ne part pas du réel, on ne peut pas aboutir au réel. On aboutit à un Dieu idéal. Et c'est ce que Kant lui a dit, et c'est ce que vous... Sur le papier, enfin, moi je vois pas la différence. Ah bah parce que tu vois pas la différence entre l'imaginaire et le réel, et ça prouve bien que t'es cartésienne toi aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout est là. Ah ben c'est évident. Quelqu'un qui part d'une idée, pour toi c'est pareil que quelqu'un qui part du réel. Mais Pour moi non. Bah, quand vous me le dites, évidemment non, mais quand je le vois comme ça me choque pas. Bah, ce qui prouve bien que Bah oui, si, je suis d'accord. tu es intoxiqué comme je le fus, ma chère Marie, comme je le fus. Alors attendez, la première étape, c'est qu'il y a quelque chose, ensuite, c'est pas parfait. Oui, donc il y a quelque chose de plus parfait que ce que je Mais vois. c'est ça que je comprends pas bien. Bon, ben alors ça, d'accord. Je veux bien, ça, j'admets très bien qu'on ne comprenne pas ça. Mais ce que je n'admets pas, c'est qu'on ne voit pas la différence entre partir d'une idée, et on n'arrive qu'à une idée, ou bien partir d'une réalité, d'une constatation. Il y a quelque chose. Alors on aboutit ou on n'aboutit pas, mais si on aboutit, ce sera aussi réel que ce quelque chose. Alors évidemment, bon, d'accord, il y a toute une partie que j'ai laissée dans l'ombre, qui est la plus passionnante, qui est la plus intéressante, mais pour pouvoir se coltiner cette partie-là, qui est la plus difficile, il faut déjà que vous soyez purifié un peu du rationalisme et que vous compreniez bien la différence. Comment? Ah oui, un purgatoire philosophique, exactement. C'est vrai que c'est pas marrant, hein. Pas du tout. C'est mieux que ça, mais c'est pas marrant. Voilà. C'est comme la poésie, c'est pas... les exigences de l'art, c'est pas marrant. C'est mieux que ça, mais c'est pas marrant. Voilà. Bien.